Bonjour les amateurs de livres, bienvenue sur la chaîne Voix Livre. N'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos. Aujourd'hui, nous abordons le livre Les particules élémentaires de l'auteur Michel Houellebecq. Ah oui, un roman marquant, publié en 98. Il fait toujours autant parler d'ailleurs. C'est clair. Notre source, c'est ce livre, ce roman dense, provocateur. On va essayer d'en explorer la substance ensemble. C'est ça, comprendre un peu les idées fortes sur notre époque, la condition humaine, et puis les pistes ouvertes par la science, parfois un peu troublantes, quoi. Le décor, c'est l'Europe occidentale, deuxième moitié du XXe siècle. Le narrateur dit même une période malheureuse et troublée. Oui, et on suit deux personnages principaux, des demi-frères, Michel Dzerzhinsky, le scientifique, exactement. et Bruno Clément. Leurs vies sont parallèles, mais très différentes. Et leurs parcours nous servent un peu de loupe, c'est ça? Pour regarder quoi? La solitude, l'échec de la libération sexuelle. Tout à fait. L'échec des promesses des années 60-70, la critique de la société de conso, du désir qui n'est jamais satisfait. Et puis cette question centrale lancinante, le sens de tout ça et le rôle de la science. D'un côté, elle isole. Oui, elle participe à cette mutation métaphysique dont parle le livre. Et de l'autre, elle pourrait offrir une sortie. Une issue radicale. C'est tout l'enjeu. Michel, le scientifique, et Bruno, l'hédoniste un peu désespéré, ils incarnent vraiment ces deux facettes de la modernité en crise. Pour comprendre, il faut sans doute commencer par leurs enfances. Elles donnent des clés, non? Ah oui, absolument. C'est essentiel. Alors, Michel, élevé par sa grand-mère, très aimante d'ailleurs, après la séparation des parents, il se réfugie vite dans les livres, la science. C'est ça. Jules Verne, les encyclopédies, la géométrie. Il y a une vraie fascination pour l'ordre, la logique. Et ça contraste fort avec sa vision de la nature. Ah oui, il trouve ça cruel, un carnage permanent. Il y a un rejet viscéral. Du coup, il se construit une morale très idéalisée, presque désincarnée. Inspiré par des héros de BD comme Loup Noir, le héros kantien. Exactement. C'est une recherche de pureté, face à un réel qu'il trouve décevant, même répugnant. Et ça coupe un peu du monde affectif déjà. Bah oui, la science c'est son refuge intellectuel. Ça met le monde à distance, ça le protège peut-être de la violence, mais aussi de ses propres émotions. Ça annonce déjà le scientifique qu'il va devenir. Brillant mais détaché. C'est ça. Alors que Bruno, lui, C'est tout l'inverse. Son enfance, c'est une série de chocs. Rejeté par sa mère, un père qu'il méprise, ballotté chez les grands-parents. l'humiliation, le déracinement après la mort du grand-père, et puis le traumatisme terrible de la mort de la grand-mère, brûlée vive. Horrible. Et il finit en internat. C'est un parcours d'instabilité, de manque affectif terrible, de violence subie. Franchement, comment on se construit après ça, Difficile d'imaginer, oui. On sent que ces blessures, elles vont nourrir sa quête désespérée de validation, de plaisir sexuel plus tard. Son obsession vient de là, de ce vide. Et l'adolescence, ça ne fait qu'empirer les choses pour lui. L'internat, c'est la jungle. C'est exactement ça. Une hiérarchie brutale. Et lui, c'est l'animal oméga, la victime. Harcèlement, humiliation sexuelle. Le livre est cru là-dessus. Très cru. Ça renforce sa honte, son sentiment d'infériorité. Et le parallèle animal, il souligne cette violence, mais la cruauté humaine ajoute une dimension psy, dévastatrice. Ça tord complètement son rapport à la sexualité. Il y a cet épisode marquant, à une boum. Sa tentative maladroite avec Caroline Niessayan. Oui, il pose juste la main sur sa cuisse, elle l'écarte doucement. Mais pour lui, c'est l'échec absolu. Et il met ça sur le compte de la mini-jupe. C'est absurde, mais ça montre son désarroi total. Il pige rien aux codes sociaux affectifs, surtout dans ces années 70 où tout changeait. Ce petit truc prend une importance folle. Ça révèle son insécurité profonde. Exactement. Et pendant ce temps, Michel, lui, rencontre Annabelle. Annabelle. L'idéal de douceur, de beauté. Un amour adolescent, mais très platonique. Intense mais chaste. Et c'est là tout le paradoxe de Michel. Il est capable d'aimer profondément, purement. Mais incapable de passer à l'axe. C'est ça. Incapable de traduire ça physiquement. Son intelligence l'emmène vers l'abstraction, les maths, la physique, mais le bloque sur le plan émotionnel, charnel. Annabelle reste une figure idéalisée. Presque intouchable. Voilà. Et puis arrive l'été 74-75. Là, les choses basculent vraiment. Bruno a sa première expérience sexuelle, décevante. Michel, toujours passif avec Annabelle.
Il part étudier à Orsay, Et Annabelle, elle, suit Bruno dans cette communauté hippie près d'Avignon. et là, c'est la rencontre fatale. Avec David Dineola, le fils du gourou, musicien, séducteur. Liaison intense, elle tombe enceinte. Et elle avorte seule. Un traumatisme énorme pour elle. Oui. Et au même moment, Michel. Lui, il perd sa grand-mère. Il est complètement effondré, replié sur son deuil. C'est là qu'Annabelle essaie de le revoir. Et il y a ce malentendu terrible. Elle le voit avec sa mère, Janine. Elle interprète mal un regard, elle panique et elle s'enfuit. Et Michel, lui, reçoit une lettre d'elle, mais il répond pas. Trop pris par sa douleur. Et voilà, le lien est rompu, ils ne se reverront pas avant 25 ans. C'est tragique. Le hasard, les malentendus, l'incapacité à communiquer. Surtout dans ces moments de vulnérabilité extrême. Chacun est enfermé dans sa souffrance. Le deuil pour lui, le trauma post-avortement pour elle. On se demande forcément, hein. Si un mot, un geste différent aurait pu tout changer. Exactement. On ne saura jamais. Mais ça pèse lourd sur leur vie d'adulte. Justement, leur vie d'adulte. Michel devient un biologiste reconnu mais insatisfait. Il sent qu'il manque quelque chose. Que sa discipline ignore des aspects fondamentaux, comme la physique quantique. Sa vie est très ascétique, solitaire, intellectuelle. Huxley, il critique l'individualisme moderne. Qu'il voit comme une conséquence de cette mutation métaphysique liée à la science. Pour lui, ça empêche le bonheur collectif. Sa pensée se radicalise. Il remet en cause la reproduction sexuée, l'individualité même. Il cherche une réponse globale, scientifique, à cette insatisfaction humaine fondamentale. Une fuite en avant, peut-être. Et Bruno, prof de lettres, mais sa vie, c'est la dérive. Une litanie d'échecs affectifs, sexuels, mariage raté, frustration permanente, Minitel rose, prostituée, les stages New Age ridicules. Le lieu du changement. C'est ça. Une quête désespérée de plaisir qui cache un vide immense, une souffrance. Il incarne l'échec de cette libération sexuelle qui tourne à la marchandisation du désir. Tout à fait. Et à la solitude. Il est cru, il se déprécie, il est parfois abject. Mais sa détresse est là, palpable. C'est une critique au vitriol de la société, de ses impasses. On peut avoir de l'empathie pour lui, malgré tout, hein. C'est la question. C'est un personnage complexe, répugnant et touchant à la fois peut-être. Vers la fin, il y a des retrouvailles. Tardives, souvent tragiques, Bruno rencontre Christiane. Oui, au lieu du changement, justement. Et là, pour une fois, il semble vivre quelque chose d'intense, d'épanoui, presque fusionnel. Un bonheur inespéré pour lui. Mais ça ne dure pas. Non. Christiane tombe malade, une paralysie progressive. Et là, Bruno, après un moment d'hésitation, il reste. Il l'accompagne. C'est sa seule rédemption, peut-être? Oui, un amour qui se prouve dans le dévouement face à la souffrance. C'est fort. Mais elle choisit l'euthanasie. Sa mort le dévaste. Au retour à la case départ, au désespoir absolu. Comme si même cet amour sincère ne pouvait rien contre la dégradation, la mort. Et Michel, de son côté, retrouve Annabelle, 25 ans après. Un hasard. Ils vivent une courte période de bonheur, calme, apaisé. Mais elle aussi. Elle tombe malade, cancer généralisé. Et comme Christiane, elle choisit sa fin, une surdose. Michel l'accompagne, avec compassion, mais... Ça confirme son blocage, son incapacité à aimer pleinement. Oui, c'est une forme de pitié, de respect, mais pas l'amour total. C'est la tragédie du trop tard. L'amour ne s'épanouit que face à la mort. Et il y a aussi la mort de leur mère, Janine, au milieu de cette communauté hippie en décomposition. Une scène pathétique, oui. Les deux frères réunis une dernière fois face à leurs origines chaotiques. Tout ça mène où? Vers une vision très noire de la condition humaine. Solitude, maladie, vieillissement, mort. C'est sur ce terreau que le projet final de Michel va naître. Après la mort d'Annabelle, il part en Irlande, centre de recherche. Il développe sa théorie. Pour échapper à la souffrance, il faut dépasser la condition humaine. Dépasser l'ADN, la reproduction sexuelle, l'individualité, la mort. Créer une nouvelle espèce. Post-humaine. Asexuée, immortelle, issue de la manipulation génétique. C'est radical. Glaçant même. Il veut éliminer la source de la douleur. Le désir, l'ego, la finitude. C'est ça. Ses travaux posent les bases, puis il disparaît. Suicide probable. Et l'épilogue. Narré par un membre de cette nouvelle espèce. L'humanité ancienne s'est éteinte. Paisiblement. Et eux vivent dans un calme absolu. Sans conflit, sans désir, sans mort individuelle. Il regarde l'humanité passer avec distance, mais
un certain respect. Oui, il nous qualifie d'espèces douloureuses et viles, mais aussi courageuses, capables d'aspirations nobles et surtout capables d'imaginer son propre dépassement. Le livre est dédié à l'homme d'ailleurs. C'est l'aboutissement logique de toute la critique du roman, non? La science comme ultime recours. Oui, mais c'est tellement ambigu. Est-ce une utopie, la fin de la souffrance, ou une dystopie, la fin de ce qui fait l'humain, le désir, l'amour, la lutte, la conscience de soi, même douloureuse? Ils ont gagné la sérénité, mais à quel prix? Ont-ils perdu leur âme en voulant guérir leurs maux? C'est la question vertigineuse que pose le livre. Les particules élémentaires nous laissent vraiment face à ça. Cette solution de Michel Dzerzhinsky, cette mutation, triomphe biologique ou négation de notre humanité? C'est ça. Qu'est-ce qui nous définit? Notre capacité à souffrir et désirer, avec toute la misère qui va avec, ou notre capacité à dépasser ça par la science, quitte à perdre ce qui nous semblait essentiel? Pas de réponse simple. C'est une œuvre qui dérange, c'est sûr, sans concession. Elle force à réfléchir sur notre société, notre avenir. Une lecture qui marque, oui, et qui alimente toujours les débats sur la nature humaine, le progrès, le sens de tout ça à l'heure de la biotechnologie. Merci d'avoir exploré avec nous les méandres de ce livre si complexe.